Bonjour et bienvenue chez Agora. On accueille avec plaisir en ce jeudi chez Agora ici Télévision Madame Hélène Charron. Elle a publié entre autres la sociologie entre nature et culture en 2011 et les formes de l'illégitimité intellectuelle. Puis les femmes dans les sciences sociales françaises 1890-1940 publiée en 2013 et vient de faire paraître chez les presses de l'Université de Montréal son livre La longue marche de l'égalité au Québec, sexe, genre et féminisme. Madame Charron, je vous souhaite la bienvenue parmi nous chez Agora. Merci. Alors, donc, la longue marche de l'égalité au Québec, vous abordez dans ce livre justement des droits, l'égalité au sein de la société québécoise. Qu'est-ce qui vous a motivé dans un premier temps à écrire ce livre? Alors, c'est un livre qui est l'aboutissement, en fait, d'un long parcours. Moi aussi, c'est une longue marche, si je peux dire. En fait, j'ai fait des études de doctorat en sociologie sur, que vous avez nommé les deux livres que j'ai publiés plus tôt, sur différents aspects des inégalités puis des rapports sociaux de sexe. Et ensuite, j'ai changé de trajectoire et puis je suis allée travailler dans un contexte plus pratique, en fait, en recherche gouvernementale et dans certains ministères. Et donc, j'ai été en lien avec un ensemble de personnes qui utilisent au quotidien les différents savoirs qui ont été produits sur ces questions-là pour mettre en œuvre des politiques, des programmes. Et j'ai réalisé à quel point il y avait un besoin important de regard synthèse, synthétique, de transfert de connaissances pour pouvoir justement faire leur travail. Donc, c'est un objectif, ce qui m'a poussé à faire cet ouvrage-là, c'est donc le souhait de redonner un peu à un public un peu plus large que les spécialistes, un ensemble de savoirs qui sont produits là, depuis les dernières décennies. Très bien. Alors, entre autres chapitres que vous avez abordés, celui des groupes féministes québécois, quels ont été, selon vous, je veux dire, les moments charnières de ces groupes féministes pour l'histoire du Québec en matière d'égalité? Bien, en fait, les mouvements féministes au Québec se sont développés là, au tournant du 20e siècle. Et il y a eu, comme d'ailleurs en Occident, là, je dirais des phases parfois appelées vagues qui se sont succédées, qui ont mené à certains gains importants. La première étant va s'achever avec l'accès au droit de suffrage, puis certains autres droits aussi civils. Puis ensuite, il va y avoir une autre vague qui va émerger là, autour de la mobilisation de la fin des années 60 partout en Occident, qui va mener à ce qu'on appelle une deuxième vague féministe, qui, elle, va amener plus la question de la division du travail entre les hommes et les femmes, de la violence aussi faite aux femmes, et qui va culminer, elle, vers la fin des années 80, début 90. Et on a assisté ensuite à la réémergence, je dirais, dans les dernières décennies, d'une nouvelle vague féministe qui, elle, va s'intéresser davantage aux liens, en fait, entre les inégalités de sexe et les autres formes d'inégalité. Oui. Et donc, dans laquelle on est encore en ce moment, mais il y a des discussions là, autour de 3-4 vagues, mais globalement, là, ça ressemble un peu à ce panorama-là. Alors, dans cette marche de l'égalité, il y a eu aussi l'apprentissage de tout ce qui est genre en guise de socialisation et de naturalisation. Est-ce que le processus de cet apprentissage a été un modèle pour d'autres sociétés ou présente-t-elle encore, ou ce modèle, est-ce qu'il présente, selon vous, encore des lacunes importantes à revoir de près? Mais c'est sûr qu'il y a eu des transformations dans les dernières décennies en matière justement de socialisation de genre. Il reste des choses à faire parce qu'on reste encore dans un univers où il y a les différences qui sont responsables, entre autres, des inégalités sont encore entretenues là, de façon consciente ou inconsciente. Je dirais qu'une des choses qui m'a aussi, ce que j'ai voulu faire avec le livre La longue marche d'égalité, c'est aussi de donner un portrait des particularités de la société québécoise qui n'avait pas fait l'objet, en fait, d'une espèce de synthèse, mais empirique sur ce qu'on sait sur le Québec. Et au chapitre de la socialisation, justement, des garçons et des filles, je pense que le Québec a des particularités. Il y a des choses qui ont été faites ici dans les dernières décennies, notamment en matière, par exemple, d'évaluation du matériel scolaire, en matière de campagne de sensibilisation, qui font vraiment en sorte que c'est différent vivre au Québec que vivre ailleurs, du point de vue justement des normes de genre, de ce qu'on attend des femmes et des hommes dans notre société.
Alors, par rapport justement à cette notion de l'apprentissage du genre, mais aussi par rapport à l'intérêt des sciences sociales, pour les femmes et pour tout ce qui a rapport avec les variables du sexe en général, est-ce que vous pensez présentement qu'il y a un intérêt justement pour des sciences sociales pour les femmes et pour cette variable du sexe en général? Ben, de plus en plus, là, c'est sûr que depuis le début des années 2000, il y a vraiment eu une multiplication là, des travaux, des recherches, ici au Québec comme ailleurs, mais je dirais particulièrement au Québec et au Canada. Il y a eu un véritable encouragement là, aux recherches, un financement de la recherche. Donc, vraiment remarquable parce que même au tournant des années 2000, ça restait marginal. Euh, c'est quelque chose qui se transforme. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais on peut dire qu'effectivement, il y a une place intéressante donnée aux travaux sur les femmes, le genre, les inégalités, le féminisme au Québec, plus qu'ailleurs, qu'à d'autres endroits dans le monde, là. Mais c'est-à-dire un intérêt aussi pour les femmes et pour les hommes aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, comme je veux dire, une égalité pour ce qui est de la nature des études portées par les sciences sociales à l'égard et en faveur des deux sexes, de l'homme et de la femme? Bien, on peut dire que quand même, on procède encore dans les sciences humaines et sociales avec je dirais, des paramètres qui sont hérités de notre histoire, donc une vision des concepts qui est souvent androcentrée, qui, par exemple, dans le livre, mais c'est un exemple classique, là, on peut parler de la conception du travail. Le concept Mhm. de travail, en général, renvoie essentiellement au travail salarié. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui a changé radicalement dans nos sciences humaines et sociales, mais la réflexion critique sur ces concepts-là, la transformation est quand même à l'œuvre et se passe, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les structures fondamentales là, de nos disciplines sont maintenant, je dirais, égalitaires dans leur traitement là, des, des, euh, des savoirs ou en tout cas des expériences et des perspectives portées par les femmes et les hommes. Pas encore, mais il y a des transformations. Il y a des transformations, parfait. Alors, parfait, on va faire une pause, mesdames et messieurs. J'accueille ce jeudi madame Hélène Charon qui vient de faire paraître ce livre chez les presses de l'Université de Montréal. Très intéressant, La longue marche de l'égalité au Québec, sexe, genre et féminisme. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle de l'égalité au Québec, l'égalité des sexes, mais là, on parle d'un cheminement, là. C'est la marche, ou la longue marche, l'égalité au Québec, sexe, genre et féminisme, écrit par son auteur, madame Hélène Charon, qui est l'invitée d'Agora ce jeudi chez Ici Télévision. Alors, Madame Charon, de retour avec vous. Bon, entre autres, là, vous avez abordé aussi tout ce qui est rapport avec les normes du travail, la division sexuelle, le travail illustré par de très intéressants tableaux, là, des chiffres qui sont intéressants, tirés de la source est Statistique Canada. Hein, et vous avez fait avec une enquête sur la population active 2018 et adoptée justement par l'Institut de la statistique au Québec. Entre autres, j'aimerais vous citer cet exemple-là que j'ai tiré, le taux d'inactivité selon le sexe et diplôme. Là. En 2010, par exemple, il y a eu 71,3 des femmes sans diplôme, quand 52,3 des hommes sans diplôme. Là. Ça, c'était en 2010, mais en 2018, là, 72,5 des femmes sans diplôme, quand 55,5 des hommes sans diplôme. Ça a stagné un peu, enfin pas beaucoup, là, mais il n'y a pas une grande différence. Que peut-on dire justement de cette division? Est-ce qu'elle fait partie principalement des inégalités qu'on trouve au Québec à ce niveau justement des normes du travail et de la division au travail? Ben, c'est sûr que la division du travail, là, c'est un élément central de la reproduction des inégalités entre les sexes au Québec et ailleurs, évidemment. Et c'est une des structures qui est très stable, hein. On le sait, par exemple, que d'une part, la distribution des femmes et des hommes dans des métiers différents, c'est une des choses qui reste le plus constante dans le temps. Oui. Évidemment, cette division-là fait en sorte qu'il y a une valeur inégale associée aux métiers plus féminins et aux métiers plus masculins qui va contribuer aux inégalités économiques. Mais tout ça est important d'être considéré en lien avec aussi le travail non rémunéré. Donc, l'implication des femmes et des hommes qui n'est pas égale encore au sein de la famille, auprès des enfants, qui fait en sorte que
effectivement, les femmes travaillent moins d'heures rémunérées et que les femmes, particulièrement, vous avez cité des statistiques sur les femmes sans diplôme, la proportion des femmes sans diplôme qui est inactive est beaucoup plus grande que les hommes et c'est en lien souvent aussi avec le nombre d'enfants, avec les responsabilités familiales. Donc, tout ça doit être vraiment considéré ensemble. C'est un des objectifs du livre, en fait, de faire les liens entre ces différents éléments-là pour qu'on puisse comprendre que si on réfléchit aux inégalités au travail, il faut réfléchir toujours en lien avec les inégalités dans la division du travail à la maison, dans l'espace familial domestique, parce que sinon, on ne peut pas véritablement comprendre comment ça se fait que ça reste aussi stable, puis que les changements s'opèrent. Il y a des choses qui se transforment progressivement, mais c'est très lent et c'est complexe. Oui, c'est complexe, mais comme vous venez de le dire, il y a surtout aussi les contraintes de la maternité là, pour la femme, puis des prises de décision de certaines femmes qui décident de rester là ou de rester inactives pendant une certaine période. J'aimerais aller avec vous, Madame Charon, au niveau des familles. Vous avez abordé aussi ce volet en ce qui a trait aux familles, union, désunion, consommation et inégalité économique. Là, je cite précisément le chapitre. Est-ce que vous pensez que la révolution tranquille a été perçue comme un tournant vraiment décisif, déterminant pour les droits sociaux et quels ont été les effets concrets de la révolution tranquille là, sur les femmes, surtout sur les familles, sur l'évolution des familles, leurs revenus en général, parce que j'imagine que la révolution tranquille, c'était un chantier qui a permis beaucoup d'effets positifs. Est-ce que vous voulez nous en parler, s'il vous plaît? Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses lors de la Révolution tranquille. C'est un moment charnière là, à plein d'égards. Vous avez évoqué la famille, donc disons simplement que la Révolution tranquille, c'est aussi cette époque où le divorce devient possible pour les femmes et les hommes et où le taux donc de mères monoparentales va se multiplier rapidement. Et donc ça, c'est une des caractéristiques des effets de la Révolution tranquille, la monoparentalité importante et aussi la proportion très importante au Québec de personnes qui sont en union de fait plutôt que mariées. C'est vraiment une particularité du Québec, là, par ailleurs, et qui a des incidences là, sur la sécurité économique des femmes, bien entendu. Mais donc, c'est deux aspects des familles, le nombre de familles monoparentales, le nombre de familles en union libre qui sont liées là, justement aux transformations des dernières décennies. Donc, souvent, j'aborde dans le livre des effets contradictoires, on va dire, parce que la Révolution tranquille, c'est l'accès au droit, c'est l'accès à l'autonomisation économique, mais c'est aussi lié à l'appauvrissement d'une certaine proportion de femmes qui se sont retrouvées, certes plus libres, mais avec des charges d'enfants, des charges familiales plus importantes. Donc, c'est intéressant d'observer que le changement social, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours complexe, il y a des effets imprévus, imprévisibles, et il faut aller regarder dans la nuance, dans le détail. Exactement, mais toujours, permettez-moi de rester justement au niveau des familles. Comment est-ce que des groupes comme par exemple les LGBTQ ou des autochtones ou par exemple des groupes féministes ont-ils contribué par exemple ou comment est-ce qu'ils ont influencé les avancées en matière d'égalité là au Québec? Pour ce qui est des actions, je dirais, organisées, des mouvements sociaux, évidemment, le mouvement féministe, c'est déjà un mouvement où il y a plusieurs voix. Hein, c'est pas unanime. Il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs regards, il y a des désaccords importants. Et c'est un mouvement qui a travaillé aussi à certains moments en alliance avec d'autres groupes, des groupes, par exemple, de représentants de nations autochtones ou des groupes de défense des minorités sexuelles. Donc, tous ces mouvements-là, je dirais, travaillent ensemble à différents niveaux pour faire avancer les droits et faire avancer aussi certaines revendications liées aux transformations plus concrètes au-delà des droits, vraiment à la mise en place de programmes, de possibilités effectives plus grandes pour les personnes qui sont en situation d'inégalité. Donc, chaque question, finalement, est différente. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'avortement, par exemple, sur les droits liés, par exemple, à l'égalité dans les unions conjugales, là, il va y avoir des alliances différentes qui vont se mettre en place en fonction des besoins contextuels. C'est comme ça, finalement, que ça s'est passé dans le passé, puis ça risque de continuer de cette façon-là. Excellent. Bon, alors on va faire encore une pause, mesdames et messieurs. J'accueille madame Hélène Charon, très intéressant débat
en matière d'égalité, vient de faire paraître ce livre, La longue marche de l'égalité, au Québec, sexe, genre et féminisme. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. La longue marche de l'égalité au Québec, sexe, genre et féminisme, de son auteur, Hélène Charron. On continue la discussion avec vous. Alors, juste en termes d'actualisation, là, je vous posais la question là, en ce qui a trait à l'impact en avancée, sur les avancées en matière d'égalité, je veux dire. J'aimerais qu'on aborde justement la question de l'actualisation là, des chiffres en matière d'égalité, surtout pour les minorités sexuelles, minorités du genre, par rapport à l'école. Est-ce que vous avez peut-être des données à ce niveau, Mme Charron? Je ne suis pas certaine de comprendre ce que vous voulez dire par actualisation. Au niveau de 2025, par exemple, 2024, est-ce qu'il y a des chiffres, je veux dire? Ben, en fait, les producteurs de données statistiques au Québec, hein, c'est vraiment nos grands organismes, l'ISQ, la Statistique Canada, c'est souvent des données qui sont pas qu'on n'a pas en temps réel. Là, ça nous prend un certain temps. Puis pour certains aspects, on les a moins régulièrement. Donc, les données qui sont présentées dans le livre sont des données qui sont de différentes années. Parce que souvent, quand les données sont un peu plus anciennes, c'est qu'il n'y en existe pas de plus récentes à ce moment-ci. Je ne sais pas si en matière d'éducation, vous vous référez à quoi exactement? Qu'est-ce qui vous intéresse? Peut-être, vous pouvez préciser. Non, ben, c'était juste de manière générale. Ce n'est pas assez spécifique, mais c'est juste au niveau de l'influence des avancées en matière d'égalité, peut-être au niveau du système éducatif. C'est une question juste d'ordre général, pas si précise que ça. Ouais, mais donc, oui, on sait qu'il y a des changements, puis on sait que les jeunes ont un rapport aux catégories de genre qui est différente des générations antérieures. C'est des transformations qui sont tellement récentes et tellement rapides que les recherches il y a plusieurs recherches qui portent sur ces questions-là, mais de façon très, très précise et parcellaire. Donc, je pense qu'il faut rester attentif pour voir comment ces changements-là vont continuer à se produire. Mais ce que je veux juste dire, c'est que les jeunes se sont toujours posé des questions sur les modèles qu'ils ont reçus de leurs parents. La période de la jeunesse, de l'adolescence, du jeune âge adulte, c'est une période où on critique nos aînés, où on veut explorer des nouveautés. Donc, je pense qu'il faut aussi toujours se rappeler de ça quand on voit des changements, que c'est une période de la vie, justement, où il y a de l'exploration. Très bien, parfait. Alors, on va parler de la violence contre les femmes, justement, et les minorités sexuelles. Certaines recherches, justement, selon le livre, prouvent cette hypothèse fondamentale que les femmes et les minorités sexuelles ont été historiquement subordonnées aux hommes hétérosexuels, tant dans leur activité et leurs travaux qu'en raison des caractéristiques symboliques auxquelles elles sont associées. Est-ce que cette cause fera partie des prochaines, je veux dire, grandes batailles en matière d'égalité au Québec? Oui, puis ça le fait déjà, en fait, depuis 2016-2017 avec les grands mouvements de dénonciation, de violence. Je pense que c'est vraiment ce qui caractérise la période actuelle en matière de conscientisation féministe des inégalités. Donc, les violences, puis on s'est beaucoup penché sur la question de est-ce qu'il y a plus de violence envers les femmes qu'autrefois, ou est-ce que c'est vraiment une dénonciation qui est plus grande? On aurait tendance à penser que c'est la dénonciation qui est vraiment plus grande aujourd'hui qu'autrefois, donc qui nous permet de prendre une meilleure mesure de la violence qui est faite aux femmes et aux personnes, aux groupes en fait minorisés en général et aux minorités sexuelles en particulier. Ça se documente à l'école, ça se documente dans l'espace familial, ça se documente dans plusieurs milieux dans les dernières années. Donc, je pense que c'est vraiment effectivement une des questions les plus actuelles en ce moment. Il y a eu beaucoup de plans d'action gouvernementaux, de programmes. Il y a beaucoup d'éléments justement dans les programmes scolaires éducatifs qui ont été intégrés pour que ces questions-là soient davantage prises en compte, là, compte tenu de la mobilisation sociale autour de celle-là. Très bien. Parlons des politiques publiques actuelles.
comment ces politiques publiques influencent-elles la progression, la stagnation, je veux dire, de l'égalité en général? Comment est-ce que vous percevez cela? C'est quoi votre regard? On a plusieurs politiques publiques au Québec, effectivement, qui ont eu des effets importants sur la diminution des inégalités, que ce soit la loi sur l'équité salariale, on nomme souvent, et dans le livre, on l'aborde, on l'approfondit, la mise sur pied d'un réseau de garderies, de centres de la petite enfance, les congés de maternité, de parentalité, qui sont vraiment réfléchis dans un angle égalitaire pour inciter de plus en plus les pères à prendre des congés et donc à partager la responsabilité parentale de la prise en charge des tout-petits. Donc, toutes ces politiques publiques-là sont très importantes et il y en a des nouvelles qui se mettent en place progressivement. On a des plans de lutte, justement, contre la violence, toutes ces formes, violence sexuelle, violence conjugale, qui sont mis en place et qui continuent à être des angles d'action importants de l'État et qui particularisent aussi le Québec par rapport à d'autres juridictions. C'est vraiment lié à la force au Québec du mouvement communautaire autonome qui a vraiment, je dirais, forcé une problématisation plus grande de ces questions-là. Le fait qu'ici, par exemple, on a un réseau de maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences, c'est vraiment un acquis donc, de ce mouvement social-là qui est très intéressant. Excellent. Alors, donc, bon, là, il reste à peu près 1 minute et quelques. Juste savoir si, est-ce qu'il y a un message spécial des revendications que vous avez voulu peut-être véhiculer à travers ce livre, madame? Bien, une des choses importantes à dire, c'est probablement que souvent, on a tendance à segmenter les groupes, mais les femmes et les minorités sexuelles partagent en commun justement un certain nombre d'inégalités et la réduction de ces inégalités-là, ça va ensemble. Donc, il n'y a pas de... Ce qui est important quand on travaille la question de l'égalité, à mon sens, c'est de ne pas travailler les uns contre les autres, mais de se solidariser puis de faire des alliances finalement pour contribuer à vivre dans un monde meilleur pour tout le monde. Oui, exactement. Surtout la question des préjugés, hein, qui est aussi très présente quand on parle de l'égalité. Des projets d'écriture qui s'en viennent, madame Charon? Ah, je ne sais pas encore, mais certainement. Quand il y en a un qui se termine, il y a des nouvelles fenêtres qui s'ouvrent. Il y a des nouvelles fenêtres qui s'ouvrent. La longue marche de l'égalité au Québec, mesdames et messieurs, sexe, genre et féminisme, de son auteur, madame Hélène Charon. Merci beaucoup de d'avoir répondu à notre invitation, madame Charon. C'est un livre qui est paru en 2025, là. C'est bien ça, c'est pas 2024. Oui. Donc il est très actuel. Jours, en fait. Il paraît dans quelques jours. Là, il faudrait mentionner justement ce détail qui s'en vient, c'est très prochain. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran, avec vous, je vous fixe rendez-vous jeudi prochain, toujours avec Agora, à ici, télévision. Restez avec nous.